L'histoire est-elle la trace des malaises de nos dirigeants? Je pense pas qu'elle l'est, mais elle laisse. Elle laisse la trace des malaises des dirigeants, mais elle laisse aussi la trace du côté constructif des dirigeants. C'est toujours la même chose. Elle laisse nécessairement la trace de ce qui s'est mal passé. Mais ça présente l'avantage, cette trace, c'est qu'on peut tenir compte, si on s'en souvient en tout cas, pour construire le futur. Que pensez-vous de Mao qui dit à Nixon, vous qui me parlez beaucoup de maoïsme, justement, l'histoire sera le symptôme de nos malaises, nous qui sommes les nouveaux empereurs de ce monde? C'est plus seulement les symptômes, c'est c'est le constat des dégâts. Oui, Mao, je pense pas qu'il lui ait beaucoup cogité pour sortir ce constat. Certaine lucidité sur soi-même quand même. Ah bon, on peut être lucide sur soi-même pour mieux ne pas en tenir compte. Hein. Alors là. Vous avez un exemple de ce genre-là? Oh ben, je pense que tout ce que j'ai connu dans ma jeunesse du Parti communiste français, oui, je l'ai vécu un peu comme ça après, enfin dans la période stalinienne. C'est assez étonnant. Surtout dans la période où ça a commencé à bouger. Mais je ne sais pas si c'est un bon exemple. Alors, je sais bien que les questions sont habilement rédigées pour provoquer un type de réponse, mais vous me diriez, l'histoire n'est-elle que la trace de... Je répondrais non. Maintenant, est-elle la trace? Pour partie, oui. Mais là, ça devient dialectique, enfin cartésien, et c'est pas très compréhensible. Vous l'avez trop. Mais qu'est-ce que puis-je répondre de manière non cartésienne? Le fameux principe que l'histoire est écrite par les vainqueurs, par exemple. Ah non, alors là, l'histoire n'est pas écrite que par les vainqueurs. Hein. Parce que souvent, oui, évidemment, dans l'immédiat, oui. Mais si vous voyez sur 2-3 siècles, le plus bel exemple, c'est quand même de 36 à 44. La gauche gagne en 36, là c'est encore civil, il n'y a pas de violence politique, pas trop. Et puis on sait comment ça évolue. 40, Pétain vainqueur, au moins d'une certaine manière, mais il y a De Gaulle, et puis il y a la guerre, et puis la libération. Et donc, cette tranche d'histoire que je viens de résumer, oui, ben là l'histoire, elle est écrite, ça va, ça vient, le vainqueur est le vaincu devient le vainqueur. Toujours la même question, c'est qu'il faut que le vaincu qui redevient vainqueur ne se mette pas à devenir oppresseur. C'est un des drames de la décolonisation, souvent. Alors peut-être que je pourrais dire, est-ce que les grands événements de notre histoire sont-elles un malaise de nos dirigeants, ou le symptôme? C'est le malaise que je comprends mal. Mais... les grandes phases de l'histoire, si je constate depuis ma date de naissance jusqu'à maintenant, bon, on pourrait croire que la situation s'est dégradée sur la planète. Je parle politiquement, hein, des régimes autoritaires ou pas, mais évidemment, si on fait abstraction des dizaines de millions de morts en Union soviétique sur 40 ou 50 décennies, de ceux au Cambodge, sous la période Mao, on a tendance à oublier ça. Hein. C'était quantitativement énorme. Là, il y en a beaucoup, mais c'est plus parcellaire. C'est plus parcellaire, il n'y a plus de... Enfin, les camps qui ont existé en Union soviétique, ça existe encore ici ou là, mais ce n'est pas... ça n'a rien à voir. Ouais. Si on prend, là, j'ai dû faire toutes les enquêtes à propos de l'affaire du juge Garçon sur les disparitions en Espagne de 1936 jusqu'à la mort de Franco, c'est par dizaines de milliers que ça se traduit
ne pouvez pas imaginer, parce que l'Espagne maintenant, puis ça remonte. Oui, ben... En l'occurrence, Pol Pot, Mao, Staline, on peut pas dire que l'histoire qu'ils ont laissée dans leur pays n'est pas due au fait que c'était des fous, quand même. Oh, des fous, oui, quand même, en tout cas, ils sont devenus, oui. Oui, Hitler aussi. Mussolini. Mais c'est le pouvoir qui rend fou. L'idéologie combinée avec le pouvoir, c'est terrifiant. Terrifiant parce que l'idéologie finit par s'incarner dans une personne, et puis ça produit ce genre de folie politique. Alors pensez-vous que si l'idéologie incarnée dans une personne qui prend le pouvoir, qui part dans l'excès du culte de la personnalité, et qui en plus a une religion monothéiste, on est dans le pire des scénarios là. Et qui est persuadé ou fait semblant que ça va provoquer le bonheur du peuple. C'est ça, c'est toujours pour le bonheur du peuple. C'est terrible, terrible. La Corée du Nord, quand même de beaux restes, hélas. Oui, et donc... Et donc, on a l'impression qu'à chaque fois qu'ils disent on va s'occuper du bonheur du peuple, en gros, ils sont en train de nous dire on va taper sur le peuple. C'est-à-dire il faudrait pouvoir les lire à l'inverse. Non, c'est un raisonnement encore réducteur. Et... Non. Enfin, l'évolution de l'Afrique du Sud, quand même... il y a énormément de critiques sur l'Afrique du Sud, quand même. Hein. Non, attendez, c'est comme si vous me disiez, en France, quand on sortait des guerres de religion, c'était pas... Ça a été long, hein. Enfin, moi, j'imaginais pas que ça irait aussi vite. Il y a des problèmes dont certains gangrènent nos sociétés occidentales. Hein. C'est bon, la violence, la misère, mais quand même, quoi. C'était quand même terrifiant, l'apartheid, même au niveau institutionnel, idéologique. Moi, j'étais rapporteur à l'ONU sur la résolution, toujours en tant qu'expert indépendant, qui défendait l'embargo sur le commerce des multinationales avec l'apartheid. C'était terrible. Hein. Combien de gens sont morts pour s'être battus sur cette idée en Afrique du Sud. Mais heureusement, il y a eu Mandela. C'est inexplicable pour moi. Mais pensez-vous qu'il est réellement déterminant ou en est-il seulement une espèce de logo ? Et il est clair que le charisme, comment un homme a pu transformer son pays en étant dans une prison. Et c'est ça qui fait qu'il a... Donc c'est un charisme extraordinaire parce que c'est... D'ailleurs, vers la fin, l'ANC, ça commençait à mal tourner parce que quand le pouvoir arrive, il y en a qu'on est dans l'ombre. Il a réussi relativement, hein. Ça a été difficile et ça le reste. Mais c'est quelque chose de... Il n'y a quand même pas que l'idéologie qui... Il n'était pas vraiment marxiste, je pense, hein. Je ne connais pas suffisamment. Mais il était d'abord un anti-oppression, anti-apartheid. Vous savez, dans l'histoire de la résistance en France, dans les années 42, ou plutôt d'ailleurs ceux qui ont rejoint De Gaulle, il y avait autant de gens de gauche que de gens de droite. Enfin, je ne sais pas quelle est la proportion. Mais il y a d'abord le ciment de la résistance. Et là, ce qui a été le grand maçon, si je puis dire, du magasin banal de Mandela, c'est ça. C'est qu'il a fait que ce ciment a pris. Et qu'à un moment, même le camp de l'apartheid, enfin, les principaux responsables, ont vu, j'en parlais tout à l'heure, c'est comment leur montrer à un moment que c'est inéluctable. Et quand vous arrivez à ce tour de force, et l'inéluctable est quand même venu de ce charisme extraordinaire, parce que logiquement, la coopération entre guillemets qu'il y a eu avec le régime, le peuple aurait dû être contre. Et ce qui fait, à mon avis, que le processus est engagé, c'est quand même
ce modèle-là, quoi. Tout le monde se reconnaissait, mais même des gens qui n'étaient pas décolonisés, qui étaient non colonisés comme nous. C'est des Gandhi, ceux qu'on a cités tout à l'heure, c'est tout à fait exceptionnel.